Bonjour Antonine. Nous sommes le vendredi 10 avril. Je reprends le fil de ma dernière lettre. À travers l'histoire, les philosophes se sont posé la question de savoir si l'homme était à considérer d'abord comme un être matériel ou d'abord comme un être symbolique, comme un être de désir ou comme un être de raison. Cette question n'est évidemment pas neutre politiquement, puisque le matérialiste optera en toute conséquence pour une société dont les soucis premiers seront de nature économique. Et les historiens de ce type de société analyseront les actions passées des hommes en fonction du critère à leurs yeux prédominant de l'économie, qui dans sa signification large renvoie aux soucis des forces physiques et matérielles de quelque nature qu'elles soient et de leur agencement. Cependant, à considérer les choses avec un peu de recul historique, je n'ai jamais compris comment l'on pouvait théoriquement justifier les actions humaines par ce seul souci, à moins de faire de l'homme soit un être aussi stupide qu'un ver de terre ou qu'un arthropode. Car si l'économie était le seul motif de l'action humaine, l'homme devrait en toute conséquence se fier à ce principe économique élémentaire selon lequel, dans la gestion d'un ensemble de ressources, de force ou de puissance, les dépenses et les efforts consentis ne doivent jamais excéder les bénéfices acquis. Ce principe a conduit au célèbre calcul des plaisirs et des peines dont on doit la première formulation à Platon, calcul qui, selon lui, renvoie à un véritable art de vivre, dont le savoir-faire implique la totalité de l'être de l'homme. Or, sur la base de ce principe élémentaire, ce ne sont pas les modèles du guerrier, et moins encore celui du producteur-consommateur qui se verrait attribuer le prix du meilleur économe. C'est bien plutôt le modèle de l'ascète. C'est ce dernier modèle que les pouvoirs politiques devraient promouvoir sans relâche si, effectivement, ils s'avèrent réellement attachés aux seules considérations économiques de la vie de l'homme. Que nous dit l'ascète, en effet, en matière d'économie ? Une seule chose, très simple. Contente-toi de peu, et de moins encore, s'il est possible. Ce principe est énoncé d'une certaine manière dans le célèbre manuel d'Épictète, philosophe stoïcien du IIe siècle après Jésus-Christ. Épictète nous dit « Souviens-toi que dans la vie, tu dois te comporter comme dans un festin. Le plat qui circule arrive-t-il à toi ? Tends la main et prends modérément. Passe-t-il loin de toi ? Ne le recherche pas. Tarde-t-il à venir ? Ne jette pas de loin sur lui ton désir. Mais patiente, jusqu'à ce qu'il arrive à toi. Mais si tu ne prends rien de ce que l'on te sert, si tu le considères avec indifférence, tu seras alors non seulement le convive des dieux, mais tu deviendras aussi leur collègue. On s'en doute, cette attitude suppose une analyse rigoureuse des besoins humains. Certains de ces besoins seront reconnus comme indispensables, d'autres comme nécessaires et d'autres encore comme superflus. Or, il s'avère qu'économiquement parlant, il ne faut pas grand-chose à l'homme pour vivre. Un logement et des vêtements qui nous protègent des intempéries, de la nourriture en suffisance pour maintenir le corps en bonne santé en tenant compte des activités que chacun mène, et enfin, de quoi nourrir son esprit. Et c'est tout. Tu en sais quelque chose, toi qui es parti avec 2 valises dans ton petit appartement. Tout le reste est considéré par l'ascète comme une dépense parfaitement inutile,
quand elle n'est pas carrément nuisible. Il va même jusqu'à dire que plus les conditions de vie vont volontairement à l'essentiel et sont dures, plus les corps deviennent robustes et sains. La sobriété, à ses yeux, est davantage facteur de bonne santé que l'abondance. Augustin, l'un des éminents pères de l'Église, dira pour sa part que la nécessité instruit, alors que l'abondance corrompt. À quoi rime dès lors cette prolifération de dépenses de nos sociétés qui ne cessent de se dire préoccupées par des nécessités économiques, sans souci objectif des nuisances qu'elles produisent pourtant? Où se trouve la véritable économie dans tout ça? De ce point de vue et plus généralement, à contempler l'histoire des hommes, on peut comprendre sans effort particulier que ce n'est très certainement pas ce principe élémentaire économique qui a été la motivation de la plupart des décisions humaines, à plus forte raison lorsque ces décisions émanaient des pouvoirs politiques, à la tête desquels se sont toujours trouvés des hommes principalement avides de gloire et de renommée, et pour qui les richesses produites ou conquises ne sont finalement que des moyens d'accroître leur gloire. Cependant, celui qui, comme l'ascète, est décidé à se contenter de peu, regarde tous ces déplacements d'air, ces tintamarres de conquérants, ces amas de pierres artistement ciselées et brillantes à souhait, qu'ils posent tous sur leur front. Bref, tous ces entassements de richesses, non pas comme le signe d'une quelconque puissance, mais plutôt comme le symptôme d'une profonde ineptie et d'une incurable vanité. À l'instar de cette réplique célèbre de Diogène le chien, autre disciple célèbre de Socrate, réplique lancée à la tête d'Alexandre le Grand, modèle par excellence du conquérant s'il en est, au moment où ce dernier venait à sa rencontre pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose, « Ôte-toi de mon soleil ». L'empereur, malgré ses conquêtes et richesses accumulées, n'avait absolument rien en sa possession qui pouvait satisfaire le moindre besoin éprouvé par le philosophe. Diogène se rendait ainsi libre de tout attachement ou de toute subordination au pouvoir. Lorsque le philosophe dit au conquérant « ôte-toi de mon soleil », on peut certes s'imaginer une scène où Alexandre s'est placé entre le soleil et Diogène, créant ainsi de l'ombre sur ce dernier. Mais cela peut aussi vouloir dire que les manières de vivre, de réfléchir et de voir le monde du conquérant, avide de puissance et de gloire, est une ombre qui cache le chemin qui conduit à la vérité, symbolisée ici par la figure du soleil, la seule capable d'inspirer un art de vivre sain et authentique. Toujours est-il que les sages, tels que Socrate, Diogène ou Épictète, qui se sont toujours contentés économiquement de très peu pour vivre, et ainsi se consacrer à des activités à leurs yeux plus essentielles, ces sages ne sont pas légion dans l'histoire. La plupart des hommes, hélas, ne semblent pas même être en mesure de distinguer très nettement dans les efforts qu'ils font ce qui revient à la satisfaction de leurs besoins économiques d'un côté et ce qui revient à la satisfaction de leur désir de reconnaissance de l'autre. Cette indistinction conduit inévitablement à une économie parfaitement inefficace et à terme profondément néfaste, car sous sa coupe, la somme des dépenses concédées excède toujours la somme des bénéfices acquis. Cette tendance naturelle n'a fait que s'amplifier avec le modèle économique moderne qui a décisivement fait de la croissance le critère ultime du bonheur des populations et de cette indistinction entre l'économie et le symbolique le point aveugle de toute décision politique. Retournons maintenant
au dialogue de Xénophon. La présence de Socrate, l'un des plus célèbres ascètes de l'histoire, dans un traité d'économie où il s'agit d'expliquer comment accroître son domaine, a de quoi surprendre. Cela conduit à une scène assez étonnante dont l'issue donne au dialogue un caractère profondément paradoxal. La scène se passe au tout début du dialogue. Socrate s'entretient avec Critobule, riche propriétaire terrien d'Athènes et fier de l'être. Ce dernier se voit particulièrement intéressé d'en apprendre davantage sur l'économie, comme tout grand propriétaire peut l'être, à l'idée d'accroître sa fortune, ce que lui laisse d'ailleurs présager Socrate s'il consent à l'écouter. Je te cite ici l'extrait en question. Critobule. Conseille-moi en toute confiance ce que tu crois bon, Socrate, à moins que tu ne nous juges, toi et moi, assez riches, et que tu ne penses que nous n'avons pas besoin d'augmenter notre fortune. Socrate. Pour ma part, si tu parles aussi de moi, je considère n'avoir pas besoin de plus de biens et d'être suffisamment riche. Mais toi, Critobule, tu parais tout à fait pauvre, et il est des fois où j'ai vraiment pitié de toi. Critobule riant. Par tous les dieux, combien penses-tu, Socrate, que rapporterait la vente de tes biens, et combien celle des miens? Socrate. Je pense que si je tombe sur un bon acheteur, je peux facilement tirer 5 mines de ma maison et de tous mes biens. Mais je sais parfaitement que de tes biens, tu pourrais en tirer au moins 100 fois plus. Critobule. Sachant cela, tu penses n'avoir pas besoin de posséder davantage, et tu te plains pour ma pauvreté? Socrate. C'est que j'ai de quoi me procurer ce qui me suffit. Mais à voir la magnificence dont tu t'entoures et la réputation qui est la tienne, en ajoutant à ton patrimoine le triple de ce que tu as déjà, cela ne te suffirait pas. Comme toujours, Socrate ne se départit pas de son ironie habituelle, qui spontanément fait doucement rire son interlocuteur. Mais celui-ci va rapidement déchanter. Car on le sait, l'ironie socratique cache une vérité qui n'est pas toujours bonne à entendre. Socrate donne la raison de son affirmation selon laquelle il se reconnaît lui-même plus riche que Critobule alors que ses possessions matérielles sont 100 fois moindres. La raison est que, contrairement à Critobule, il a de quoi se procurer ce qui lui suffit. Il faut remarquer ici l'extraordinaire précision de ces derniers propos. Ceux-ci reformulent à leur façon le principe ascétique avec lequel j'ai ouvert cette lettre. Socrate ne dit pas « ce que je possède déjà me suffit amplement », mais dit « j'ai de quoi me procurer ce qui me suffit ». Socrate parle d'une capacité à se procurer ce qui peut satisfaire ses besoins. Une capacité certes, mais une capacité de quelle nature? L'endroit où se situe le passage pourrait nous faire penser immédiatement à une capacité monétaire. En effet, nos deux interlocuteurs ont été précédemment amenés à comparer ce qu'ils possédaient chacun respectivement en termes de biens matériels, ces derniers identifiés à une certaine valeur monétaire. On peut donc penser que Socrate indique qu'il possède suffisamment d'argent. Mais il n'en est rien. À aucun moment Socrate ne déclare posséder de l'argent. Ce qu'il possède, c'est une maison et quelques biens qui pourraient valoir une certaine somme d'argent s'il s'agissait de les vendre. C'est donc en possession de ces seuls biens qu'il se dit capable de se procurer à lui-même ce qui lui suffit. Il n'a donc plus besoin, sur le strict plan économique, d'en faire davantage. Ses efforts suffisent à le rendre satisfait. C'est donc à cet instant que son ascétisme apparaît clairement, et d'autant plus clairement qu'il est directement comparé à l'attitude extrêmement dépensière de Critobule, qui semble, quant à lui, n'avoir aucune limite. Cette dernière attitude est la marque, selon Socrate,
d'une insatisfaction continuelle, puisque visiblement elle n'a de cesse, alors même que Critobule vit dans l'abondance. Comment est-ce possible d'être insatisfait quand on possède tant et dispose d'autant de biens ? D'autant plus que l'état d'insatisfaction dans lequel se trouve Critobule ne dépend absolument pas de la quantité de ses possessions, car il pourrait en avoir 3 fois plus sans que cela ne puisse le satisfaire davantage. Quand Socrate lui dit « Avoir la magnificence dont tu t'entoures et la réputation qui est la tienne », il cible immédiatement le désir de reconnaissance sociale éprouvé par Critobule. Or, la magnificence n'est que le signe social du mérite. Ce n'est pas elle qui fait le mérite. Elle ne fait que le signaler. De plus, dans une société où la menace de la guerre est toujours imminente, on sait que le mérite de chacun se mesure à la qualité du service rendu à la cité pour qu'elle reste glorieuse dans toutes les difficultés politiques qu'elle traverse inexorablement. Ainsi, l'ignorance de Critobule en matière d'économie le conduit à sauter une étape. Il semble en effet convaincu que la magnificence seule suffit à faire de lui un homme de mérite, bien qu'elle ne soit fondée, de plus, sur aucune efficacité économique, et par-delà politique probante. Bien au contraire, ses dépenses ne sont motivées que par un désir insatiable de reconnaissance sociale, désir lui aussi profondément ignoré, et désir qui l'engage à faire des dépenses objectivement inutiles. Son attitude ignorante s'avère non seulement ruineuse, mais aussi néfaste pour la cité. Tout d'abord, ses dépenses personnelles ne contribuent en rien au bien public, mais ensuite, son attitude fait des émules parmi les citoyens qui y voient eux aussi une occasion de se voir reconnus à moindre frais. Sans compter les énergies inutilement dépensées en vain pour exulter toutes les jalousies et les rancœurs que provoque une telle magnificence. Et surtout, la première victime de l'attitude insouciante et dispendieuse de Critobule, c'est lui-même, car il est en proie à une insatisfaction continuelle qu'aucune de ses activités sociales ne pourra combler. Il excite ainsi sans arrêt son désir de reconnaissance, sans pouvoir jamais le satisfaire pleinement. Critobule est donc la misérable victime d'une maladie nuisible à la cité et à lui-même, tout à la fois. Tout l'intérêt de l'attitude socratique en face de Critobule, c'est de le considérer non pas comme quelqu'un d'intéressé, de calculateur ou de malveillant, mu par je ne sais quel désir insatiable de puissance. Il tend tout au contraire à le percevoir comme quelqu'un qui ignore le mal dont il est victime et qui ignore même qu'il puisse en être atteint. Ce mal, c'est l'ignorance de la portée politique de ses pratiques économiques et plus profondément l'ignorance des ressorts mêmes de son action. Il ne se connaît pas lui-même. Cette attitude toute socratique qui considère que le mal se fait davantage par ignorance que par malveillance ou par simple calcul égoïste, laisse de l'espace pour que la relation entre les hommes puisse continuer, par la seule force d'un dialogue éclairé. C'est d'ailleurs tout l'objet du dialogue de Xénophon que d'aider Critobule, et par-devers lui, chacun des lecteurs, à recouvrer une certaine intelligence économique. Lorsque Socrate déclare « J'ai de quoi me procurer ce qui me suffit », il s'inscrit, comme je l'ai dit, dans ce principe ascétique qui consiste à identifier et à évaluer très rigoureusement chacun de ses besoins essentiels et à se rendre capable d'y répondre de la meilleure manière qui soit. Ce principe conduit Socrate à voir dans la pauvreté le mode de vie le plus efficace pour l'incarner. Moins tu as de besoins,
moins tu t'efforceras à les satisfaire. S'exercer à se contenter de peu octroie aussi une inappréciable indépendance et une très grande liberté. Tandis que Critobule dépend d'une foule de personnes et d'objets pour satisfaire ses désirs et ses passions sans nombre, Socrate n'a véritablement de compte à rendre à personne. Il est libre. Dès lors, la question apparaît encore plus pressante. Comment comprendre la volonté de Socrate d'apprendre à Critobule un art économique grâce auquel ce dernier pourra accroître son domaine, alors qu'il revendique par ses discours, et plus encore par ses actes et sa vie entière, la plus stricte pauvreté. Le dialogue prend ainsi une allure profondément paradoxale, où l'on y voit l'un des plus célèbres ascètes de l'histoire occidentale inciter l'un de ses concitoyens à suivre un principe de croissance économique. Ce paradoxe se voit confirmé de plus par une contradiction interne au dialogue, capable à tout moment d'en saper les fondements. Quelle est cette contradiction ? Aux yeux de Xénophon, les deux seules activités capables de maintenir une cité debout sont l'agriculture d'une part et la guerre de l'autre. L'agriculture permet de faire vivre la cité, mais aussi d'apporter les richesses nécessaires pour constituer une puissance militaire capable de la protéger. Entraînée ainsi par un effort de guerre permanent, elle se voit soumise à un principe de croissance sans limite, car le jeu des rivalités entre les cités n'a lui-même aucune limite. Sous cet angle, on justifie l'effort de croissance par la nécessité de la guerre. La contradiction apparaît lorsqu'il s'agit d'expliquer les raisons de la guerre. Parmi ces raisons, la plus importante est la préservation des produits des récoltes et des richesses accumulées grâce à celles-ci. Produits et richesses qui font l'objet d'une âpre convoitise de la part des autres cités. Il faut donc croître pour se donner les moyens de faire la guerre, mais c'est la croissance des richesses de la cité qui augmente la convoitise des autres cités et le risque de guerre. Et ceci dans une espèce de cercle vicieux infernal. Il n'en reste pas moins qu'on considère la croissance comme étant à la fois la cause de la guerre, d'un côté, mais son remède, de l'autre. Xénophon ne déplie pas la difficulté, car elle n'est pas l'objet de son propos, mais elle est bien présente. D'autant plus que la difficulté est bien connue, puisque Platon lui-même en fait le point de départ de sa réflexion dans la République. De fait, dès le début du dialogue, Socrate a vite fait de présenter une cité idéale où seuls les besoins les plus élémentaires se verront faire l'objet d'un souci et ainsi satisfaits. Ce qui provoquera l'indignation d'un des interlocuteurs, Glaucon, qui reprochera à Socrate de dédaigner un peu trop rapidement les commodités qui rendent à ses yeux l'existence plus douce et agréable à vivre, tels le confort, les mets artistement cuisinés, le luxe et autres choses du genre. Pour Socrate, introduire ce genre de désir à satisfaire dans le chef des citoyens équivaut inéluctablement à les préparer à la guerre, car non seulement les possessions que ces désirs impliquent attirent la convoitise des cités voisines, mais aussi tendent littéralement à enflammer les humeurs de tous et de chacun. Cette inflammation des humeurs, dont la convoitise n'est qu'un des multiples symptômes qui la caractérisent, est la source fondamentale de toute guerre, selon Socrate. Pour surmonter la difficulté, Xénophon propose un modèle éthique intermédiaire entre le guerrier et le philosophe ascète, modèle qui sera représenté par Iskomaque. Celui-ci prendra à son compte le principe de croissance pour gérer son domaine de biens personnels, mais ce principe restera étroitement associé à l'attitude ascétique incarnée par Socrate et caractérisée par une rigoureuse sobriété. Ainsi, ce que le citoyen produit par son économie
n'a pas pour destination sa jouissance personnelle, car ce produit surpasse amplement ses capacités de consommation, qui sont elles-mêmes cadrées, comme je viens de le dire, par une stricte sobriété. Dans le modèle éthique proposé par Xénophon, le produit généré par l'activité du citoyen doit transiter par une série de prestations sociales qu'il accepte de réaliser, comme la participation à l'effort de guerre en tant qu'hoplite lui-même et capitaine, par son financement aussi, ou bien encore sa contribution à des activités religieuses et culturelles de toutes sortes, etc. En revanche, ces prestations sociales lui sont rendues sous la forme d'une reconnaissance de la part des membres de sa communauté qui prennent la forme d'une certaine magnificence, mais celle-ci fortement ritualisée et encadrée socialement. Ce sont justement ces contributions personnelles aux activités religieuses et culturelles de la cité qui sont pour lui l'occasion de s'entourer de cette fameuse magnificence, signe probant de son mérite et du service qu'il rend à la cité. À cela s'ajoute la réputation qu'il s'est acquise sur le terrain de la guerre par ses faits d'armes. Toujours est-il que le citoyen a la possibilité d'opérer un échange avec sa cité par lequel il donne des biens de nature économique en échange de signes de reconnaissance sociale. Ce point est très important, car il nous permet de comprendre une nouvelle fois comment il est possible aux citoyens de donner une signification politique à ces diverses activités et actions économiques, des plus importantes aux plus insignifiantes. Il nous permet aussi de mieux comprendre comment l'économie se voit subordonnée par l'élément politique, non pas simplement théoriquement, mais dans les pratiques les plus concrètes et quotidiennes. De fait, comme le citoyen s'efforce à accroître son domaine, non pas pour lui mais pour la cité, les principes d'utilité et d'efficacité requis dans son économie sont cadrés par une constante réflexion qui place le bien public comme principal destinataire. Enfin, il nous permet de voir comment le désir de reconnaissance peut trouver une voie de satisfaction réelle, non pas en se payant d'apparence par la quantité de biens qu'on parvient à accumuler autour de soi et à consommer, sans aucun souci du bien réel apporté, et à soi-même, et à la communauté, mais en adoptant une économie réellement efficace d'un côté et une saine sobriété de l'autre, économie et sobriété qui font un socle solide au mérite personnel, quoi qu'il advienne par ailleurs de la reconnaissance dont on jouira effectivement. Car bien qu'un bon nombre de citoyens soient encore par trop ignorants pour le comprendre et le reconnaître, celui qui agit en connaissance de cause peut largement se dispenser de ce type de reconnaissance populaire qui ne se paye finalement que d'apparence. Le mérite, une fois ces règles objectives intériorisées et pratiquées, est un sentiment qui se nourrit du seul rapport qu'on a avec soi-même et avec la divinité. Je clôt ici cette lettre. J'aborderai dans la prochaine les stratagémata proposés par Xénophon pour s'engager dans la voie d'une économie saine, vigoureuse et profitable, aussi bien à soi qu'à la communauté. Qui dit stratagémata, dont la traduction est stratagème, dit stratégie, à savoir un certain ordre et une certaine coordination d'un nombre précis de stratagèmes en vue de réaliser un objectif particulier, en l'occurrence la satisfaction de nos besoins économiques. Après avoir déplié les ressorts de la stratégie en question, les stratagèmes qui la composent apparaîtront plus clairement. Chère Antonine, je t'embrasse, et même si je ne peux te voir, je te sais toute proche de nous.